Salut à tous, c'est DK. Aujourd'hui, on parle game making et plus précisément de logique qu'il peut y avoir derrière les comportements qu'on code pour un personnage, un ennemi, etc. Là, en l'occurrence, vous avez sous les yeux un petit personnage, un écureuil qui se balade joyeusement et qui change de direction quand il détecte du vide pour pas tomber et quand il rentre en collision avec un mur. Vous voyez que le personnage, il a une sorte de carré bleu, en fait c'est une boîte de collision pour pas qu'il traverse le sol. Et vous voyez que le sol il est en bleu aussi, c'est parce qu'il a des boîtes de collision. Et vous voyez qu'il a une flèche qui pointe vers le bas, elle est rouge, et il y en a une plus petite qui est bleue et qui pointe à l'horizontale. Ça c'est ce qu'on appelle des raycasts, et c'est ça qui permet de détecter effectivement quand il y a du vide ou quand il y a un mur. Alors vous allez me dire, ce genre de choses vous l'avez déjà vu dans une de mes précédentes vidéos par exemple, avec un autre personnage donc que je vais afficher, qui est le squelette. Alors petit aparté, les boîtes et les flèches dont je viens de parler, elles apparaissent parce que dans le menu du moteur Godot, tout en haut, il y a un onglet qui s'appelle débogage. Et en fait, j'ai coché forme de collision visible. Donc ça permet de faire apparaître les collisions et comme ça, je vois clairement comment réagit mon personnage. Donc si je désactive ce truc là et que je relance mon projet, vous allez voir que mes personnages n'ont pas les boîtes de collision ni les flèches qui apparaissent. Par contre, si je retourne dans débogage, que je réactive forme de collision et que je recharge le projet, vous allez voir qu'elles sont réapparues. Donc ça, c'est la petite astuce si vous voulez les faire apparaître. Le squelette, on voit, c'est parce que les flèches sont plus grandes, qu'il a bien une flèche aussi horizontale et bien une flèche qui pointe vers le bas. D'ailleurs, si vous regardez bien, la flèche horizontale, quand elle touche le mur, elle clignote en rouge. Ça veut dire qu'elle a détecté le mur et du coup le personnage fait demi-tour. C'est pareil pour la flèche qui pointe vers le bas, alors c'est très rapide, mais elle clignote en bleu dès l'instant où elle ne détecte plus de sol et du coup le personnage fait demi-tour. Donc on pourrait se dire, pourquoi vous montrer ça? On a deux personnages qui font la même chose, on l'avait déjà vu dans la précédente vidéo, donc quel est l'intérêt? Eh bien l'intérêt c'est que en fait, bien que visuellement les personnages fassent la même chose, ils ne sont pas codés avec la même logique. Quand je dis logique, je parle pas du contenu du code. Le contenu du code, à peu de choses près, il est similaire. C'est-à-dire que d'un point de vue littéral, le texte qui est tapé en termes de code est à peu près le même. Alors le texte en l'occurrence, si je vous le montre pour le squelette, alors dans Godot, on utilise, comme dans beaucoup de logiciels, ce qu'on appelle des scripts. Donc les scripts, c'est les petites feuilles que vous voyez là à côté des éléments. Donc le squelette, moi, il s'appelle Animated Sprite 2D. Si je clique sur sa feuille, je vais avoir son script qui s'affiche. Et on va pouvoir voir qu'est-ce que j'ai tapé pour qu'il ait le comportement que vous voyez à l'écran. Donc on a un script qui nous permet de déterminer sa vitesse de déplacement et la direction dans laquelle il se déplace. Et à partir de ça, alors là on a d'autres choses qui permettent de charger des éléments. Et on a la gravité qui s'applique sur le personnage, donc comment il est plaqué au sol, sans pour autant passer au travers grâce à ses boîtes de collision. L'animation qui va jouer au départ. Et puis après on a comment on utilise la vitesse et le sens de déplacement pour le faire se déplacer. Et puis en dessous, on a une fonction que j'ai créée qui va permettre de définir de quelle manière il va détecter les murs et le vide, c'est-à-dire quand il n'y a plus de sol, et comment il va réagir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire. Donc il va faire plusieurs choses. Il va faire demi-tour déjà dans un premier temps. Mais au-delà de faire demi-tour, son aspect visuel, parce que faut pas qu'il fasse le moonwalk, eh bien il va s'inverser, il va se retourner pour qu'il regarde toujours dans la bonne direction. Et puis autre chose, quand il va faire demi-tour, sa flèche qui détecte le vide et les murs, les deux, elles vont aussi s'inverser, parce que si elles restent dans le même sens, eh bien quand il va faire demi-tour, après il va plus détecter
les murs ou le vide qui sont du côté où il a fait demi-tour. Donc ça, c'est la logique globale du script, mais pas la logique derrière le script. Dans ce script-là, il y a aussi quelque chose qu'on peut voir et que j'aime pas beaucoup, c'est que ici, on a dans Vector 2, on a des valeurs brutes. Vous voyez, j'ai mis 43,0, 45,34, etc., etc. Ça n'est pas très correct. Dans la mesure du possible, il faut éviter de mettre des valeurs brutes dans du code. Il vaut mieux mettre des variables, c'est-à-dire des valeurs qui peuvent être modifiées à tout instant. Quand en général, on va initialiser tout au départ, vous voyez, var, speed, là, elle est à 5000. Je peux la réutiliser ici sous la forme speed, et si jamais je veux pouvoir la modifier à un moment, je pourrais le faire très facilement parce que c'est une variable, on peut la changer. Alors que là, mes chiffres, je peux pas les changer. Pour les changer, il faut que j'aille directement dans le code. Alors que ma variable speed, j'ai pas besoin d'aller dans le code. Si je prends mon squelette et que je veux la changer, j'ai juste à aller à droite. Ma valeur, je l'ai exportée. C'est une export var, donc une valeur exportée. Et je peux, à partir de mon menu, directement changer ses paramètres. Et si je veux qu'il se déplace à une vitesse de 10 000, 2 fois plus vite, je peux le faire. Je peux aussi très bien, à un moment, créer une ligne de code qui va lui dire tu te balades à telle vitesse pendant 1 minute et au bout de 2 minutes, je veux que tu accélères. Ça, c'est possible. Si on utilise des variables, donc des choses modulables. Par contre, quand on utilise des choses en dur, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, le script que je viens de vous montrer, de mon squelette, c'est pas génial, parce que si jamais je veux le réutiliser pour un autre personnage, par exemple mon écureuil qui se balade joyeusement, il va falloir que je réintègre des chiffres qui collent avec mon écureuil. Et si j'allais regarder un peu ce qui se passe au niveau de l'écureuil, vous voyez que là, j'ai pas mis des chiffres en fait. Pourquoi ? Parce que mon écureuil, les chiffres que j'ai mis pour le squelette, ils correspondent à la taille de ces flèches. Ces flèches sont beaucoup plus grandes parce que le personnage lui-même est plus grand. Il est plus large, un peu plus large aussi. Donc, si je mettais ces mêmes chiffres pour l'écureuil, ça poserait problème. Parce que ça voudrait dire qu'on lui mettrait des flèches qui ont la même taille, et très vite, il détecterait le mur bien trop tôt, et il ferait demi-tour bien trop tôt. Pareil pour le sol. Donc en fait, il faut avoir des choses, dans la mesure du possible, qui puissent s'adapter à l'ensemble, ça fait gagner du temps, des personnages qu'on crée. Donc, avoir un script comme celui que j'ai tapé pour le squelette, c'est bien, mais c'est difficilement exportable pour un autre personnage. Et on va devoir rebidouiller dedans si on essaie de l'exporter. Donc moi, ce dont je voudrais vous parler, et je vais le faire dans une deuxième partie de façon précise sur papier, clairement, c'est des différentes logiques qu'il peut y avoir derrière du code. Là, si on appliquait, je dirais, de façon simple, le code de notre squelette à notre écureuil, on serait dans une méthode qui s'approche de ce qu'on appelle la méthode de l'héritage. C'est-à-dire que on a une liste de comportements et on dit ces comportements-là, ils s'appliquent aussi bien au squelette qu'à l'écureuil. C'est une méthode commune qu'on voit dans beaucoup de tutos sur internet parce que c'est très bien quand on commence à apprendre à programmer et puis qu'on fait ses petits projets au départ, mais très vite, vous voyez, quand on a 2 personnages, ça commence déjà à pouvoir être un problème. Mais quand vous allez multiplier vos personnages, vos ennemis par exemple dans un jeu, vous allez avoir 3, 4 personnages, etc., ça va devenir d'autant plus problématique. Donc, moi l'idée c'est de vous montrer une autre méthode, qu'on appelle la méthode par composition, et ça me semble d'autant plus important, intéressant de vous la montrer, c'est parce qu'il y a peu de ressources en français qui sont disponibles sur internet sur cette méthode-là.
La plupart des ressources en général sont en anglais, donc ça veut dire qu'il faut être assez à l'aise avec la langue, mais n'oubliez pas que au-delà de la langue, on est quand même sur des domaines un petit peu techniques, hein, le game making en général, et quand on va sur des vidéos qui parlent de code pur et dur, si vous rajoutez le fait que c'est du game making et qu'en plus c'est en anglais, ça peut devenir assez complexe. Les quelques vidéos en français que j'ai trouvées qui existaient, soit elles étaient peu précises, soit elles étaient précises mais très techniques. Et encore parfois sur certains aspects, on va dire que le vidéaste considérait que vous aviez des prérequis et il passait très vite sur certains aspects qui sont pourtant nécessaires. Donc moi l'idée c'est non pas de rentrer dans le code pur et dur, mais c'est de vous proposer dans une deuxième partie une vidéo où je vous explique la logique intellectuelle, on va dire, qu'il peut y avoir dans les différentes façons de coder. Donc la première méthode qui est la plus classique, qui est la méthode d'héritage, et une deuxième méthode qu'on va appeler la méthode par composition. Donc si ça vous intéresse, eh ben, je vous invite à l'issue de cette vidéo-là d'aller voir celle qui suivra, qui sera plus longue, je vous le cache pas, et qui vous permettra de comprendre vraiment comment on peut réfléchir sur la façon de constituer et d'organiser son code pour permettre de créer des comportements à nos ennemis ou même à notre monde, rendre notre monde vivante pour par exemple faire des plateformes qui bougent, des éléments du décor qui se détruisent, etc. etc. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt en espérant que ceci aura pu vous intéresser et potentiellement vous aider dans vos propres projets en cours ou à venir. Salut!